Hello. Il faudrait savoir que 15 à 20% de la population mondiale est porteuse d'un handicap qui nécessite que les sites web soient accessibles. Et au cours de notre vie, on pourrait aussi être touché par un handicap qui nécessiterait que les sites web soient accessibles. Du coup, l'accessibilité, c'est vraiment un sujet très important et à prendre en considération. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir Charline et Céline, designeuses et développeuses, qui vont nous donner des bonnes pratiques pour concevoir des sites web accessibles. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour parler d'un sujet qui nous plaît beaucoup, malgré l'heure tardive en plus. Pour information, donc c'est Charline Humeau qui est développeuse front-end chez OnePoint. Et Céline qui est designeuse chez OnePoint aussi. Et toutes les deux, en fait, ça fait 3 ans qu'on a mis un pied dans l'accessibilité. Aujourd'hui, on n'est pas des expertes. Mais à travers nos projets, on a entendu tout et son contraire au sujet de l'accessibilité. Et surtout des choses pour éviter d'en faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient avec vous dédramatiser l'accessibilité. Donc, quand on veut faire de l'accessibilité, on fait souvent face à des comportements qui sont assez réfractaires, qui peuvent être conscients, inconscients, et venir un peu de tous les horizons, le métier, le développement, la conception, et j'en passe. Et on vous a fait une sélection des meilleurs clichés qu'on a pu rencontrer. Non mais c'est bon Céline, c'est pas les aveugles qui utilisent notre application. Les aveugles, c'est souvent les premières personnes auxquelles on pense quand on fait de l'accessibilité sur le web. Les malvoyants, éventuellement, plus généralement, ce n'est pas les seuls handicaps. Vous avez des handicaps moteurs, vous avez des handicaps intellectuels. Globalement, vous pouvez prendre un de vos 5 sens et l'enlever et vous êtes en situation de handicap. Surtout, on a des handicaps qui vont être visibles et on va en avoir beaucoup qui vont être invisibles et qu'on va oublier. Et puis, ce qu'il faut bien réfléchir aussi, c'est qu'on construit aujourd'hui les applications qu'on va utiliser demain. Donc, nos grands-parents n'ont pas été confrontés à vivre avec des produits digitaux. Nous, on va l'être, on l'est déjà. Donc, il faut aussi penser que nous, derrière, on va devoir les utiliser et il faut y penser maintenant. Bon, en vrai, Charline, on s'en fiche. Toutes ces personnes, ce n'est pas notre cible. Bah alors déjà, si on prend le cas des applications internes, les entreprises sont maintenant obligées, parce que c'est la loi, de recruter des personnes en situation de handicap. Et au final, leur fournir un site accessible, c'est juste leur fournir un outil de travail adapté. Et puis si on prend le handicap en règle générale, il n'est pas que permanent, il peut être temporaire, il peut être situationnel. Et il peut nous obliger à utiliser des alternatives. Par exemple, vous avez un bras dans le plat, vous ne pouvez pas utiliser et écouter le son de la vidéo. Et donc finalement, l'accessibilité, ça nous concerne ou nous concernera tous à un moment. Et vous faites dessus à parler d'accessibilité, ça coûte beaucoup trop cher. L'accessibilité, ça coûte cher quand on y pense à la fin. Mais finalement, quand on fait la mise en conformité dès le départ, c'est idéal, ou en tout cas dès que c'est possible, c'est pas si cher que ça. Aujourd'hui, je suis designeuse, j'ai une charte graphique à respecter pour concevoir mes applications. J'ai des biais cognitifs à prendre en compte pour mes interviews utilisateurs, ne pas les influencer. J'ai des lois de design à respecter. L'accessibilité, c'est simplement un outil qui va me permettre de concevoir les applications du mieux possible. Bon, et puis en vrai, Charline, on va pas se mentir, faire de l'accessibilité, c'est moche. On veut vraiment surcharger nos interfaces juste pour ça ? Bah alors déjà, non. Souvent, on sous-charge le design, on enlève les paillettes, les trucs qui clignotent, les licornes qui passent à travers l'écran. Et puis le maître mot, c'est quand même de proposer une alternative. Donc par exemple, vous avez une charte graphique orange et vous pouvez proposer un bouton pour pouvoir épurer les contrastes. Et puis l'accessibilité, ça va quand même permettre, sur beaucoup de choses, d'aider l'expérience utilisateur. Si on prend l'exemple du fil d'Ariane, pour avoir une double navigation ou alors la tabulation dans le formulaire, tout le monde l'utilise. Donc là, vous avez clairement le petit panel de clichés que nous, on a pu rencontrer. Ça ne nous a pas toujours fait rire. Mais concrètement, je suis designer ou développeur. Je suis intéressée par l'accessibilité, mais c'est un sujet qui est vaste. Par où je peux commencer ? Quand on a écrit cette conférence avec Charline, on a fait un constat, donc les chiffres sont complètement personnels. Toutes les deux, on estime que 80% de l'accessibilité, ça va se réfléchir pendant la phase de conception. Et quand on parle de phase de conception, il ne s'agit pas que des designers. Toute personne de l'équipe qui est sensibilisée à l'accessibilité doit pouvoir relever des problématiques dès cette phase-là. Une fois que vous avez fait le pas sur cette phase de conception,
on s'est rendu compte que 90% de l'accessibilité, des problématiques d'accessibilité sur les sites qui sont implémentés, eh ben, c'est corrigeable dans le HTML. Nous, c'est pas compliqué. En tout cas, on ne considère pas ça comme compliqué. Les 10% restants ne sont pas simples, mais si vous y arrivez, c'est probablement que votre site est accessible et surtout que cette conférence aura servi à quelque chose. Donc pour commencer, vu que souvent il y a plein de trucs et on ne sait pas par où commencer, nous on a trouvé des checklists en design ou en développement pour un peu guider la conception et savoir par où passer. Et il y a une super conférence qui a été faite au DevFest où elle en a fait aussi un article de Stéphanie Walter sur documenter l'accessibilité en phase de design. On vous invite à le lire, il est vraiment intéressant. Et puis nous, en comparant nos pratiques, on s'est aperçu avec Céline que, on avait un peu la même façon de fonctionner et qu'on suivait l'Atomic Design. C'est un modèle qui a été imaginé par Brad Force au moment où la navigation elle est arrivée sur les téléphones mobiles et qu'il a fallu repenser un peu nos façons de concevoir le web et nos pratiques. Et nous, on va vous présenter aujourd'hui l'Atomic Design appliqué à l'accessibilité et comment structurer l'approche. Donc le modèle, on va commencer donc à gauche avec les tokens. Les tokens, ce sont les éléments les plus petits, indivisibles de votre site. On va retrouver tout ce qui va être typographie. On va être vigilant sur les typos manuscrites ou avec empattement. Ce n'est pas lisible facilement pour tout le monde. Les couleurs, il y a énormément de questions autour des contrastes ou de comment chacun voit les couleurs. Vous allez avoir tout ce qui va être images, logos. Ce sont des images qui peuvent être porteuses d'informations, donc il y a des alternatives textuelles à prendre en compte. Donc tout ça, c'est une partie qui va se réfléchir dès le début et qui va pouvoir être impactée directement sur l'ensemble du site. Ensuite, on va avoir les composants qui sont un ensemble de tokens. Et là, ce qui est très intéressant, ça va être de réfléchir aux interactions que les utilisateurs vont avoir et ce que impliquent les différents types de handicap et ce qu'on va devoir mettre en place pour eux. Donc, typiquement, c'est un bouton avec ses différents états, actif, non actif, focus ou j'en passe. Ensuite, vous allez avoir les patterns. Donc, les patterns, on continue à grossir. On va être sur un regroupement de composants génériques dans lequel on va venir insuffler de la donnée fonctionnelle, lui donner du sens sur pourquoi vous êtes en train de créer la page. C'est important de donner du contexte, de garder de la logique aussi pour vos utilisateurs, que vous voyez le site ou que vous ayez besoin d'un lecteur d'écran, par exemple. Il faut réfléchir aussi à cette partie-là à ce moment-là. Et enfin, vous allez avoir les templates qui vont être des modèles de base pour uniformiser la structure de vos pages et qui vont vous permettre d'avoir un site un peu plus uniforme. Si on l'applique à l'accessibilité, ça va être comment vont être faits les formulaires, où est la place de la navigation sur vos pages. Donc, tout à l'heure, Céline a parlé de tokens. Et donc, dans les tokens, on a un truc qui revient le plus souvent, c'est les contrastes de couleurs. Donc là, vous avez un exemple de contraste de couleurs, parce que tout à l'heure, on disait que souvent c'est moche. Là, c'est quand même une presse qui a plein de couleurs. Et pourtant, les contrastes sont assez importants pour que ça soit accessible pour tout le monde. Et après, vous avez des outils qui vont vous donner le contraste entre votre texte et votre background et vérifier que vous avez un contraste assez important. Comme Color Review ou Contrast, c'est un plugin Figma, c'est plus pour les designers. Et puis après, vous avez aussi la DevTool de Chrome qui vous donne le ratio et surtout qui vous donne une couleur alternative si jamais vous n'êtes pas accessible. Petit retour d'expérience sur la partie composants. Moi, quand j'ai commencé l'accessibilité, j'ai demandé et j'ai eu des réponses qui me disaient tu prends toutes les règles du RG2A et puis ça te donne un bon panel de tout ce qu'il y a à savoir sur l'accessibilité. C'est imbuvable, moi je suis incapable de faire ça. Du coup, la technique qu'on a privilégiée toutes les deux, c'est de redécouper vos interfaces avec tous les composants, de les lister, tous ceux qui vont être pris en compte et à prendre en compte pour l'accessibilité sur votre page. À partir de là, vous avez la documentation de Design Patternariat sur le site du W3C qui reprend l'ensemble des composants génériques que vous allez retrouver généralement dans le web et qui va vous expliquer comment le composant fonctionne, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte comme contrainte pour les différents utilisateurs globaux. Et puis, vous allez avoir des exemples pour l'implémenter facilement. Donc là, très bon outil. Ensuite, quand on construit un site web, il y a quand même un gros chantier qui est le parcours utilisateur et faire en sorte qu'il soit réfléchi.
que ce soit de manière globale, vraiment sur tout votre site, ou alors vraiment sur une fonctionnalité bien précise. Et ça va vraiment être pour vous l'occasion de tester les différents parcours en fonction des différents types de handicap, et c'est le moment de trouver des alternatives si jamais il y en a besoin. Et il y a un parallèle qui est très très intéressant avec la loi de proximité en design qui dit qu'une action doit être à côté de sa description. Et donc en accessibilité, cette logique, elle est assez présente parce que si on reprend par exemple l'exemple d'un formulaire avec la navigation au clavier et le lecteur d'écran, on navigue dans tous les champs de notre formulaire, on arrive à la fin sur les champs obligatoires, c'était la petite étoile rouge. Non, ça c'est trop classique, mais le carré noir, ça marche pareil. Et ben ça, on aurait aimé vraiment le savoir dès le début, justement pour ne pas faire d'erreur. Autre point sur la navigation au clavier, qui a été un casse-tête aussi, je pense. On s'est posé 1000 questions sur dans quel ordre on affiche les composants, comment on passe de l'un à l'autre. Globalement, travaillez bien avec vos intégrateurs. Suivez la structure HTML et surtout respectez la sémantique HTML et vos composants, vous n'avez pas besoin de leur apporter plus de choses par rapport à ça. Si vraiment, une fois que vous maîtrisez quand même un minimum, si vraiment vous avez besoin de changer la navigation au clavier, il y a deux choses à retenir. Le tab index -1, vous allez inverser la prise de focus sur un composant. Donc un bouton qui prend nativement la prise de focus, vous allez lui enlever. Ou alors le tab index 0, où vous allez ajouter la prise de focus sur un composant qui ne le prendrait pas. Et après, selon sa place dans la structure HTML, il va arriver dans l'ordre. Et enfin, ça c'est vraiment plus global, ce qui est très intéressant sur l'accessibilité, ça va être contextualiser l'information dans la page et d'améliorer la navigation. Et pour ça, il y a des règles sur la structure d'une page qui sont d'avoir 3 balises qui sont obligatoires avec leur rôle, le header, la navigation sur laquelle on doit au moins en avoir 2, le main qui permet de contenir le contenu de notre page, et vous avez la balise qui est optionnelle sur le footer, mais dans lequel vous devez mettre, si jamais vous avez un bas de page, vous devez le mettre dedans. Et pour tester toute votre structure HTML, vous avez des outils qui sont très utiles comme Heading Maps qui vont vous permettre de vérifier la logique de vos titres, et de vérifier qu'elle se suit bien. Et après, il y a Lighthouse ou Axe qui va vous permettre d'avoir un pré-check de plein de règles qui sont testables facilement. Donc là, vous avez déjà quelques éléments faciles à mettre en place dans vos sites pour améliorer l'accessibilité. Nous, on les a ressassés pendant quand même un petit temps et tout. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, si on allait voir au-delà. Et donc là, on a commencé à s'intéresser au référencement et on a comparé les règles du référencement à l'accessibilité. On s'est aperçu qu'il y avait quand même des similitudes. Par exemple, sur la sémantique HTML, utiliser un bouton quand on veut faire une action, un lien quand on veut faire un lien. Et donc ça, que ce soit dans l'un ou l'autre, ça va améliorer soit le référencement, soit le parcours de l'utilisateur. Pareil pour les titres. Dans le SEO, ça améliore votre référencement. Dans l'accessibilité, ça va permettre à l'utilisateur de savoir où il est et ce que fait la page. Et les alternatives textuelles, surtout sur les images, là, c'est assez intéressant de voir que les deux sont très utiles. Nous, on met quand même un petit bémol. Une alternative textuelle, c'est là pour décrire le contenu de l'image, pas pour faire un fourre-tout à buzzword, marketing et autres. C'est pas très utile en termes d'accessibilité. Et donc, une fois qu'on a fait ce parallèle-là, nous, on a continué et puis on a découvert HopeQuest. HopeQuest, c'est une démarche de bonne pratique pour améliorer la qualité des sites web. L'objectif, c'est de garantir une expérience utilisateur qui soit réussie. Plus concrètement, ça va proposer une liste de 240 règles qui vont contenir des tags, parmi lesquels on va retrouver donc, les thématiques d'accessibilité, de référencement, d'éco-conception, qui est encore un peu mystique pour nous. Et aussi, on va avoir des tags qui vont se rapporter au rôle métier qui est censé porter cette règle-là. Donc, on va retrouver la conception, le développement, mais aussi la rédaction de contenu qui est parfois un peu délaissée. Et cette démarche, elle est super intéressante parce qu'elle est vraiment transverse et elle vous fournit vraiment un socle de bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser l'expérience utilisateur.
Et puis ces règles, elles vont vraiment toucher tous les acteurs qui vont participer à la conception de votre site, que ça soit de la production de contenu jusqu'à l'implémentation, voire même le service que l'on fournit après, une fois que le site est en ligne. Et leur modèle, qui est VPTCS pour visibilité, perception, technique, contenu, service, il va vraiment permettre de cartographier les métiers du web et de mettre en valeur et en évidence la valeur ajoutée de votre site web. Donc pour ça, on vous invite à consulter leur modèle et leur approche. Pour illustrer le propos, quelques chiffres, 240 règles pour HopQuest, 127 qui contiennent le tag accessibilité, donc un peu plus de la moitié quand même. Sur le référencement, on est beaucoup moins haut, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que parmi ces règles sur le référencement naturel, il y en a 60% qui sont communes à l'accessibilité. Donc à partir du moment où vous prenez en compte ces règles pour la qualité sur une thématique en particulier, vous faites déjà le trajet aussi pour d'autres thématiques. Et donc, en conclusion, on peut voir que quand même faire de la qualité, ça permet déjà de faire de l'accessibilité, certes pas à 100%, et ça peut quand même fournir une bonne base pour que nos sites soient accessibles à tout le monde. Et ce qui est encore plus important, c'est que la qualité, ça va couvrir encore plus de sujets. Et pour terminer cette conférence, on va revenir sur une citation de Tim Berners-Lee, qui a dit, faut revenir aux origines un peu de tout ça, le web c'est une invention qui est plus sociale que technologique. Donc on a parlé beaucoup de techniques pour l'accessibilité, il faut quand même rester en phase avec pourquoi on fait tout ça, tout simplement pour permettre à tout utilisateur d'accéder à une connaissance, un service, un contenu. Et aujourd'hui notre rôle c'est de le garantir à tous. Donc on vous a mis un QR code pour nos slides et l'open feedback pour vos retours, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Céline, merci Charline, très intéressant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ou sinon après, vous pouvez vous rapprocher d'elle pour plus de questions. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. Je vous invite à aller dans la grande salle pour le mot de fin, si vous avez quelques minutes. Voilà, et très bonne soirée.